Bonjour à toutes et bienvenue dans le module 5, comptabilité et fiscalité du programme des ambassadrices. Aujourd'hui, nous aborderons le cours numéro 2 sur l'optimisation fiscale. Alors, qu'est-ce que l'optimisation fiscale? Donc, l'optimisation fiscale consiste à réduire votre charge fiscale sans se mettre en infraction avec les lois fiscales en vigueur. Elle concerne aussi bien les entreprises que les personnes physiques. Alors, en langage beaucoup plus clair, l'optimisation consiste à trouver des mécanismes qui vous permettront de payer le moins d'impôts tout en respectant les lois, sans vous mettre en infraction, que vous soyez dirigeant d'entreprise, auto-entrepreneur ou salarié. Et bien sûr, il est possible d'optimiser la fiscalité de son entreprise également. Donc, dans un premier temps, nous verrons l'optimisation fiscale concernant la rémunération des dirigeants. En premier point, nous aborderons l'arbitrage entre primes et dividendes. En général, lorsque l'on est dirigeant d'entreprise, la question de savoir est-ce qu'on se verse une prime ou salaire, une prime encore appelée salaire, ou alors on se verse des dividendes. Et donc, il s'agira de démontrer que entre primes et dividendes, la différence va surtout se situer au niveau des cotisations sociales. Et c'est vrai que depuis la loi de finances de 2013 qui soumet à cotisation sociale les dividendes, tout comme les salaires, surtout pour les SARL, EURL, il est préférable de se prendre une rémunération, donc une prime, une rémunération, jusqu'à 90 000 € par an et de se verser en dividende le supplément. Donc jusqu'à 90 000 € par an, au niveau des cotisations sociales, ça reste beaucoup plus intéressant de se verser un salaire et au-delà des 90 000 € par an, de plutôt basculer sur des dividendes. Il peut également être nécessaire de transformer sa SARL ou EURL en SASU pour limiter l'impact de l'imposition des dividendes. Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'une opération à décider sur un coup de tête. Il faut vraiment évaluer les coûts induits par la transformation. Donc, en résumé, ce que je pourrais vous dire, c'est qu'entre primes et dividendes, donc jusqu'à 90 000 €, c'est plutôt prime, donc prime salaire, et au-delà de 90 000 €, plutôt dividende. Et cela concerne notamment les SARL, parce que en SASU, les dividendes ne sont pas soumis à cotisation sociale. Donc le deuxième point que nous aborderons concerne le véhicule du dirigeant. Quand faut-il préférer une voiture de société ou plutôt une voiture personnelle? La règle est plutôt simple. Un dirigeant qui souhaite
un véhicule haut de gamme et qui a peu de déplacements professionnels, pardon, c'est-à-dire moins de 5000 km par an, devrait privilégier l'achat du véhicule par l'entreprise. Et par contre, un dirigeant qui veut plutôt acquérir un véhicule d'occasion ou de faible valeur et qui fait énormément de déplacements, il est plus intéressant pour lui donc d'acheter un véhicule personnel et plutôt de se verser des indemnités kilométriques. Donc, entre les deux, le choix se fait au niveau du type de véhicule que l'on veut acquérir, mais aussi de la nature de l'activité. Donc, est-ce que l'activité induit énormément de déplacements professionnels ou pas? Donc, le choix va se faire en fonction de ces deux critères. Donc, en troisième point, nous avons la souscription à une retraite facultative Madelin. En effet, la retraite facultative Madelin va permettre aux dirigeants de se constituer une épargne retraite déductible du revenu imposable de l'entreprise. Et bien sûr, l'enveloppe annuelle est plafonnée. Donc, la souscription d'un contrat retraite Madelin va être intéressant pour un dirigeant qui est fortement imposé sur ses revenus personnels et qui est relativement jeune. Relativement jeune parce que, comme tout contrat retraite, plus vous cotisez longtemps, plus il est intéressant. Alors, en quatrième point, je vous ai mis mettre en place de l'intéressement. On pense souvent que l'intéressement ne concerne que les salariés de l'entreprise, mais depuis 2005, les dirigeants d'entreprise et de TPE, donc les gérants, entrepreneurs individuels, peuvent bénéficier des dispositifs concernant l'intéressement, notamment l'exonération de charges sociales et le crédit d'impôt. Et pour ce faire, il faut que l'entreprise emploie au moins un salarié, qu'un contrat d'intéressement ait été mis en place au moins 6 mois avant la date de clôture de l'exercice comptable concerné, que le montant de la prime d'intéressement versée soit au maximum égal à 20 262 €. En fait, c'est la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Et la prime versée au chef d'entreprise est plafonnée au montant de la prime la plus importante versée aux salariés. Ça veut dire que le chef d'entreprise ne peut pas se verser une prime supérieure à la prime la plus importante versée aux salariés. Mais par contre, l'intéressement est exonéré de charges sociales. Et ça c'est vraiment très intéressant de mettre en place ce dispositif. En cinquième point, nous avons la mise en place d'un plan d'épargne entreprise à 5 ans, plus communément appelé PEE. Donc, le PEE est un contrat d'épargne. Et ce qu'il a de particulier, c'est que pendant 5 ans, cette épargne est bloquée. Donc, pendant 5 ans, vous ne pourrez pas toucher à cette épargne, ni le dirigeant, ni les salariés, donc peu importe. Pendant 5 ans, l'épargne est bloquée, sauf en cas de mariage, de divorce, de naissance, d'acquisition de sa résidence principale, de rupture du contrat de travail. Sauf dans ces cas-là, vous pourrez débloquer votre PEE. Mais dans le cas contraire, le PEE est bloqué pendant 5 ans et l'entreprise peut aider en versant ce qu'on appelle un abondement.
C'est-à-dire, alors, je vous explique assez simplement le processus. Ça veut dire que vous versez, par exemple, 1 000 € sur votre PEE et l'entreprise vous verse un abondement de 500 €. Pour l'entreprise, l'intérêt va être que le montant de l'abondement va être déductible de son bénéfice imposable, pas soumis à cotisation sociale, et pour le dirigeant d'entreprise ou le salarié, du coup, parce que les deux catégories bénéficient de ce dispositif, il va se retrouver pour 1 000 € versés avec 1 500 € épargnés. Et cela pendant chaque année, pendant 5 ans. Donc, c'est des dispositifs qui sont plutôt intéressants à mettre en place et qui sont également intéressants. C'est également intéressant de pouvoir en profiter lorsque l'on est salarié. Le dernier point concernant l'optimisation de la rémunération des dirigeants est la mise en place du plan d'épargne retraite, PERCO. Donc, le plan d'épargne retraite collectif, il permet aux salariés et aux dirigeants de se constituer une épargne accessible au moment de la retraite sous forme de rente ou de capital. Alors, contrairement au PEE qui est bloqué pendant 5 ans, le PERCO va être bloqué jusqu'à la retraite. Donc, bien sûr, il est ouvert aux salariés et aux dirigeants de TPE et il permet de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières. Donc, c'était ces 6 points que je voulais développer avec vous concernant les dirigeants d'entreprise. Donc, je vais parler d'une deuxième catégorie. Il s'agit des auto-entrepreneurs. Et concernant les auto-entrepreneurs, j'aborderai 4 astuces pour payer moins d'impôts. Déjà, le premier point, c'est la CFE. En effet, avoir un siège social est inévitable pour tous les types de sociétés, y compris pour les auto-entrepreneurs, même si c'est pas des sociétés. Et en fait, c'est une obligation administrative et elle peut vraiment engendrer des frais importants en fonction de la ville dans laquelle le siège social se trouve. Donc, l'astuce est de domicilier, en fait, son siège social dans une société de domiciliation commerciale parce que le coût de la CFE va être minimal, ou alors dans une zone franche, une zone franche urbaine appelée ZFU, dans lesquelles vous pouvez également être soit complètement exonéré de CFE ou alors avoir une CFE très faible. En tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez également bénéficier de certaines aides, dont la plus importante, l'ACRE, qui est l'aide aux chômeurs et aux repreneurs d'entreprise. Et en fait, c'est une aide qui va vous exonérer de charges sociales pendant 3 ans. Donc, en fonction du type d'activité, artisanale, commerciale ou libérale, le taux de charge va varier et sera progressif chaque année pendant 3 ans. C'est vraiment une exonération conséquente, surtout lorsqu'on démarre. Donc, ne pas hésiter à vraiment en bénéficier. La troisième astuce qui
pourrait sembler normal, mais qui parfois peut nous échapper, est vraiment de prendre l'habitude de déclarer toutes ces charges. Quand on parle de charges, on parle vraiment de tout ce qui est lié à l'activité. Donc, on parle des frais généraux, des dépenses de personnel, de main-d'œuvre, de loyer, des frais de réception, donc y compris les restaurants, spectacles, etc., liés à l'activité. Donc là, les rémunérations directes et indirectes, les cotisations obligatoires, les remboursements de frais. Vraiment, toutes ces charges doivent être déduites du bénéfice imposable. Alors, la dernière astuce dont je voulais vous parler et qui, à mon sens, est vraiment pour moi la plus importante des 4, c'est vraiment d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire. En tant qu'auto-entrepreneur, il est envisageable d'opter pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Donc, ce procédé, en fait, va consister à payer en une fois le versement relatif à l'impôt sur le revenu ainsi que celui des charges sociales dues. Donc, à la différence du régime traditionnel de la micro-entreprise, les revenus engendrés donc, ne seront pas soumis au barème progressif via les tranches d'imposition, mais le montant de l'impôt sur le revenu est réglé en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires. En fait, le calcul est fait en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires et non plus en fonction du barème progressif de votre tranche d'imposition. Donc, en fait, ce ratio va dépendre de si l'auto-entrepreneur réalise une activité commerciale, artisanale ou libérale. Et pour adhérer au prélèvement forfaitaire libératoire, donc la demande doit s'effectuer auprès du CFE compétent au moment de la création et dans les 3 mois suivant la création, la déclaration de l'activité. Donc, concernant les auto-entrepreneurs, le statut d'auto-entrepreneur, il y a vraiment ces 4 astuces qui peuvent vous permettre de vraiment tirer votre épingle du jeu, de faire différemment de tout le monde. Alors, le troisième point que je voulais aborder, c'est vraiment celui des salariés. Parce que certes, on peut être dirigeant, auto-entrepreneur, mais aussi être salarié d'une entreprise. Et lorsqu'on est salarié d'une entreprise, on peut et on a la possibilité de réduire son impôt. À partir du moment où on a un revenu, il est possible de réduire son impôt. Donc, je vais vous prendre 8 cas, 8 exemples concrets. Et donc, je vais déjà parler de l'immobilier défiscalisant, notamment avec les dispositifs Pinel, Bouvard et la convention ANA. Alors, qu'est-ce que le dispositif Pinel? En 2 mots, en fait, le dispositif Pinel qui remplace le dispositif Duflot vous permet de réduire jusqu'à 21% du prix de maximum 2 logements par an dans la limite d'un investissement total de 300 000 euros. Donc, la réduction d'impôt s'étale sur 6 ou 9 ans avec une possibilité d'extension jusqu'à 12 ans. Donc, vous pouvez déduire 21% du prix de 2 logements dans la limite de 300 000 euros étalé sur 6, 9 ou 12 ans.
Donc ça, c'est le dispositif Pinel et le dispositif Pinel ne concerne que les logements neufs. Vous avez un deuxième dispositif, ou plutôt une deuxième loi, qui est la loi Bouvard, qui, elle, permet de bénéficier de 11% de réduction d'impôt et concerne l'immobilier meublé. Donc, avec la loi Bouvard, vous pouvez bénéficier de 11% de réduction d'impôt. Et lorsque vous êtes en LMNP, loueur meublé non professionnel, Bouvard, vous avez la possibilité de récupérer la TVA. Alors, la troisième possibilité, c'est de passer une convention avec l'ANA. Donc, vous pourrez bénéficier d'une déduction fiscale allant de 15 à 70%, voire même 85% pour de la location solidaire et sécurisée, avec le dispositif loueur abordable. Donc, vous devez vous engager pour cela à louer votre logement pendant 6 à 9 ans à un niveau de loyer abordable et à des ménages modestes. Et en point bonus, je vous parlerai en 2 mots du dispositif de Normandie. Donc, le dispositif de Normandie, en fait, concerne les logements situés dans des quartiers anciens dégradés. Donc, si vous rénovez un logement dans un quartier ancien dégradé, vous pourrez bénéficier d'un avantage fiscal allant de 12 à 21%. Et pour cela, vous devrez investir dans l'une des communes éligibles. Donc, les communes éligibles, vous les retrouverez dans l'arrêté du 26 mars 2019. Et vous devrez donc effectuer des travaux représentant au moins 25% du coût total de l'opération. À l'issue des travaux, vous devez vous engager à louer le logement pendant 6, 9 ou 12 ans à un loyer plafonné et à des locataires ne dépassant pas un certain plafond de ressources. Donc, c'était ces 3 petits points avec un 4e en bonus concernant l'immobilier défiscalisant. Donc, je parlerai également des travaux d'économie d'énergie. Donc, depuis le 1er septembre 2014, le crédit d'impôt sur la transition énergétique, CIT, remplace le crédit d'impôt développement durable. Donc, ce crédit d'impôt va permettre de réduire des impôts une partie des dépenses de rénovation énergétique réalisées dans votre résidence principale achevée depuis 2 ans. Donc, ces travaux vont donner droit à 30% du montant des dépenses dans la limite d'un plafond de 8 000 € pour une personne seule et 16 000 € pour un couple. Donc, vous pourrez déduire de vos impôts 30% du montant de vos dépenses. Donc, le taux de crédit d'impôt est de 15% pour les matériaux d'isolation thermique, des parois vitrées, c'est-à-dire remplacement de simple vitrage. Donc, on remplace du simple vitrage pour mettre double ou du triple vitrage. Et en fait, le crédit d'impôt, il va être de 50% pour la dépose d'une cuve à fioul si on ne dépasse pas un certain plafond de ressources défini par l'ANA. Et je vous précise qu'à partir de 2020, donc, ce crédit d'impôt va être transformé en prime et celle-ci sera versée dès l'achèvement des travaux. Donc, le 3e point, c'est celui des dons.
Lorsqu'on fait des dons à un organisme d'intérêt général ou reconnu d'utilité publique, on a droit à une déduction d'impôt égale à 66% des sommes versées, à condition de ne pas dépasser 20% de son revenu imposable. Donc, 66% pour les organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique. Pour les dons à des organismes d'aide gratuite aux personnes en difficulté, la réduction d'impôt est de 75% dans la limite de 537 €, puis 66% au-delà de 537 €. Les dons, quand on parle de dons, il peut s'agir de dons en numéraire, ça veut dire espèces, chèques, virements, ou alors de dons sous forme de titres cotés en bourse. Ça veut dire qu'on peut faire don d'actions, de SICAV, de fonds. Et quelle que soit la nature du don, la règle de déductibilité va s'appliquer de la même manière. Le quatrième point concerne l'emploi d'un salarié à domicile. Donc, lorsqu'on emploie un salarié à domicile pour des travaux de ménage, garde d'enfants, soutien scolaire, préparation de repas, jardinage, aide à domicile, c'est-à-dire par exemple assistance aux personnes âgées ou handicapées, le taux de l'avantage s'élève à 50% des dépenses effectives supportées au cours de l'année. Donc, on a 50% des dépenses qui sont déduites dans la limite de 12 000 € par an et jusqu'à 20 000 € lorsqu'il s'agit de personnes invalides. Alors, lorsque nous avons parlé des dirigeants, nous avons parlé de Perco, de Madelin, et je vous avais dit à ce moment-là que ces règles s'appliquaient autant aux salariés qu'aux dirigeants d'entreprise. Je vais donc rajouter à ce que j'ai dit précédemment le PERP, le plan d'épargne retraite populaire. Donc, si vous souscrivez à un PERP, les sommes versées sont déductibles des impôts dans la limite de 10% des revenus de l'activité professionnelle ou de 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, vous pouvez verser des sommes sur votre plan d'épargne retraite et ces sommes-là sont entièrement déductibles à condition de ne pas dépasser 10% de vos revenus ou 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un revenu de 50 000 €, vous ne pourrez pas déduire plus de 5 000 € par an. En gros, donc 10%, pas plus de 5 000 € par an. En ce qui concerne le contrat Madelin, il permet de déduire les cotisations dans la double limite de 10% des bénéfices imposables réalisés et de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Le régime préfonds, c'est la retraite des fonctionnaires, permet une déduction fiscale dans les mêmes plafonds que la loi Madelin. Ça veut dire 10% des bénéfices imposables et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
La sixième possibilité que vous savez, que nous avons, est d'investir dans le capital d'une PME. Bon. Les investissements effectués dans le capital des PME ou de sa propre entreprise bénéficient d'une réduction d'impôt de 18% dans la limite de 50 000 € pour un célibataire et 100 000 € pour les couples soumis à imposition commune. C'est-à-dire que lorsque l'on a un projet, ou alors lorsqu'on a un proche qui a un projet et qui nous paraît intéressant, viable, il est possible d'investir dans le capital de cette PME avec un double avantage. D'un côté, déduire de son impôt le montant investi et d'autre part, avoir des parts dans une PME et pouvoir en tirer profit. Donc, le septième point est celui de la souscription au capital d'entreprise de presse. Et en fait, les contribuables, donc les contribuables salariés qui investissent en numéraire dans le capital d'entreprise de presse, donc bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu. Mais cette réduction ne va s'appliquer que dans certains cas. Déjà, il faut que la souscription soit réalisée entre le 19 avril 2015 et le 31 décembre 2019. Donc, il vous reste à peu près 6 mois pour le faire si cela vous intéresse. Il faut que ce soit une société de presse soumise à l'IS, exploitant un journal qui est consacré à de l'information politique et générale ou un service de presse en ligne, exploitant une publication de périodicité longue, d'amis ou de lecteurs, regroupant exclusivement des associés ou des actionnaires individuels et dont l'objet statutaire exclusif est de prendre une participation au capital d'une entreprise de presse. Il faut conserver les titres jusqu'au 31 décembre de la 5e année et il faut être domicilié fiscalement en France. Donc, ces quelques règles s'appliquent pour la souscription au capital de presse, d'entreprise de presse. Donc, le dernier point que j'ai souhaité aborder avec vous est celui du bonus ou réduction exceptionnelle. Donc, cette réduction d'impôt qui a été appliquée pour la première fois en 2017, c'est-à-dire pour les revenus de 2016, a été reconduite en 2018 et en 2019 pour les revenus de 2017 et 2018. Donc, c'est une réduction d'impôt de 20% accordée aux foyers les plus modestes. Donc, cette réduction d'impôt s'applique aux foyers dont le revenu fiscal est inférieur à 18 984 € pour la première part du quotient familial et augmenté de 3 797 € par demi-part. Et en fait, cette réduction est dégressive pour les foyers dont le revenu fiscal est compris entre 18 984 et 21 036 €. 21 036 €. Donc, la réduction, elle est calculée de façon automatique pour les foyers qui peuvent en bénéficier. Donc, elle concerne, donc la réduction, elle est totale, donc la réduction de 20% est totale pour les foyers
dont le revenu est inférieur à 18 984 euros et la réduction est dégressive pour les foyers dont le revenu est entre 18 984 et 21 036 euros. Alors, ce sera tout concernant l'optimisation fiscale. Je vous ai pris quelques exemples qui sont non exhaustifs et j'espère que nous aurons l'occasion d'en discuter amplement lors du live. Mais avant de vous quitter, je voulais quand même vous dire que quelle que soit votre situation, c'est-à-dire que vous soyez salarié, auto-entrepreneur, dirigeant ou à la retraite, c'est-à-dire quel que soit au chômage, quelle que soit votre situation, il est nécessaire d'analyser ses revenus, ses charges, ses investissements afin de ne pas payer plus d'impôts que nécessaire. Payer des impôts, beaucoup de personnes le font, mais chaque situation est vraiment particulière et en fonction de son mode de vie et de ses réalités, il est possible de réduire le montant de l'impôt que vous payez aujourd'hui. Donc, ce sera tout, en espérant que j'ai été suffisamment claire. N'hésitez pas à mettre un message ou à commenter en dessous de la vidéo si vous avez des questions et je vous répondrai. Passez une excellente journée et rendez-vous pour le cours numéro 3. Au revoir.